L'ubiquité, c'est un terme qui est vraiment intéressant, parce que c'est un terme qu'on retrouve qui a une dimension miraculeuse, c'est un terme théologique qui permet, en tout cas dans la pensée chrétienne, de dire que Jésus a ce don, il peut être à deux endroits en même temps. Donc c'est vraiment un don des dieux, c'est un don en tout cas de personnalité extraordinaire, c'est un don plus qu'humain. Et vivre en diaspora, justement, c'est posséder ce don plus qu'humain, d'être sur deux lieux en même temps. Et ça, c'est un ressort extraordinaire pour produire de la fiction, pour produire de la fabulation. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des individus se vivent à la fois comme habitants dans un pays où ils ne sont plus ? Comment est-ce qu'on explique en fait cette manière de toujours être déterminé, orienté par des lieux que nous avons quittés alors que finalement peut-être parfois ces lieux nous ont fait du mal en fait. Et ça, c'est un ressort fictionnel extraordinaire, c'est une fabulation à la fois politique, esthétique, que j'aime bien moi travailler en littérature. Souvent, des humains sont amenés à bouger Et le rêve qui porte leur mouvement, c'est celui de ne plus bouger, de s'installer, de trouver du repos. Et quand je dis ça, c'est pas du tout une lubie, et c'est pas du tout une abstraction. C'est évidemment pour penser la question des déplacements forcés, la manière dont les gens sont amenés parfois à migrer pour des raisons politiques, économiques, sont amenés à quitter leur pays. Et la question c'est qu'est-ce qu'on cherche quand on est finalement contraint à bouger, quand on est finalement limité dans son mouvement. Mais la violence en fait de la limitation dans le mouvement, dans le fait que les personnes n'aient pas de visa, soient refoulées aux frontières, soient parfois jetées dans le désert, comme on l'a vu en Tunisie. La violence aussi de ces impulsivités de bouger, c'est qu'elle témoigne aussi du fait que ces individus ont été amenés à bouger précisément parce qu'ils ne trouvaient pas le repos là d'où ils venaient. Et quand on lit les discours de Marcus Garvey, notamment il y a un très beau recueil de Marcus Garvey qui s'appelle Philosophy and Opinions of Marcus Garvey, ce sont les discours qu'il a prononcés toute sa vie et qui ont été réunis par sa femme Amy Jack Garvey. Ce sont des discours qui sont passionnants parce qu'ils témoignent de ce que peut être l'avenir en fait des Noirs aux États-Unis, certes, on est dans les années 20, mais aussi des Noirs à l'échelle globale, c'est-à-dire de tous ces corps qui sont liés à l'Afrique, mais ne vivent pas en Afrique. Et on le sait, Marcus Garvey a créé avec son mouvement qui s'appelait l'UNIA, l'Universal Negro Improvement Association, juste après la Première Guerre mondiale, une compagnie maritime qui s'appelle la Black Star Line. Et l'objet de cette compagnie, c'était de prendre des bateaux pour permettre aux Noirs qui subissent la violence, le racisme, la ségrégation raciale, le lynchage, etc., de rentrer en Afrique. C'est-à-dire que être noir, pour Garvey, c'est un signe diasporique. Nous appartenons à un peuple dispersé, un peuple africain dispersé, et l'objet de notre vie, c'est de retourner en Afrique, là où nous pourrons nous resubjectiver, et où nous ne serons pas simplement des noirs, entendus au sens des négatifs du blanc, qui ne sont que de la force de travail. Moi, je tendrais à penser que face à la question du rejet, il y a plusieurs options peut-être de politique narrative à suivre, celle effectivement mainstream qui va montrer que, je sais pas, des corps non blancs participent aussi à l'histoire générale et quotidienne des mondes français, je vais pas dire de la nation française, mais on a aussi l'autre politique narrative consiste à dire qu'un des enjeux consiste à ne pas se laisser contraindre par des violences dont l'effet immédiat est d'empêcher la réinvention de soi et la création de soi en fait. Donc sur la question de la production de contre-culture,
Moi, je défends vraiment, en tout cas, la possibilité de l'expérimentation. Donc des espaces interstitiels, peut-être non mainstream, qui demeurent peut-être underground, qui trouvent ou pas leur public, qui sont vendeurs ou non vendeurs, etc. Mais aussi comme des lieux de respiration, et pourquoi pas de conspiration, de possibilité de respirer ensemble. Je sais pourquoi j'ai créé cette idée de Laetitia Africana. Je l'ai créée parce que je refusais une forme de mélancolie théorique. Une mélancolie théorique invitant à constamment, finalement, penser les devenirs politiques d'un grand nombre d'espaces du continent africain sous le mode de la défaite et de l'échec. Et là aussi, je ne peux pas effacer l'ancrage et l'enracinement de cette notion, parce que je dis Africana, on a l'impression donc que c'est l'Afrique évidemment, et l'Afrique telle qu'elle déborde d'elle-même, c'est-à-dire et toutes ces diasporas. Mais la Laetitia Africana, là aussi, quand je la pense, elle est extrêmement ancrée et très enracinée, et elle est très enracinée en Afrique centrale. Au sens où un des enjeux, c'est d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 ? Par exemple, l'indépendance d'un pays comme la RDC, est-ce qu'il faut la lire absolument sous le prisme de l'échec? Ou est-ce qu'on ne peut pas produire un autre récit de ce moment, en fait? Et qu'est-ce que ce moment a véritablement fécondé?